Salut à tous, rebonjour même pour certains. J'espère que vous avez passé. Est-ce que vous avez bien mangé? Ouais, tout va bien, passez une bonne journée? Plutôt? Bon, tant mieux. Ça tombe bien parce qu'en plus on a une super discussion. L'idée c'est vraiment de le faire comme une discussion, hein. Donc on prendra aussi vos questions et tout ça. Et tout ça pour échanger sur la Creators Economy. Vous expliquer peut-être déjà un peu ce que c'est que la Creators Economy. Et pour faire tout ça, j'ai avec moi 3 personnes absolument géniales. Je vais commencer par Lisa, t'es juste en face de moi. Est-ce que tu veux te présenter déjà pour commencer? Bah oui, pourquoi pas. Donc moi c'est Elisa, je suis la fondatrice de Powerplay. C'est une sorte de média communauté qui a pour but de donner aux femmes les clés du pouvoir et de la réussite, et en tout cas de les pousser à se lancer dans l'entrepreneuriat si c'est ce qu'elles veulent. Et de plus en plus on a une partie un peu business pour pousser encore une fois les femmes et surtout les aider à commencer à se faire un petit peu d'argent grâce aux réseaux sociaux. Top. Aminata, fondatrice de l'Unifia. C'est ça. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pareil, est-ce que tu veux nous dire quelques mots un peu sur qui tu es et ce que tu fais? Pas de souci. Alors moi, c'est Aminata Jakabi. Je suis la fondatrice de l'Unifia, qui est une marque de piercing que j'ai lancée il y a moins d'1 an. Donc j'ai développé principalement la marque grâce aux réseaux sociaux. Et à côté de ça, j'ai créé le média Ingénieuse. Le but, c'était vraiment d'expliquer toutes les astuces que j'ai utilisées sur les réseaux sociaux et d'aider les femmes principalement qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je partage pas mal de conseils pour toutes celles qui veulent se lancer, qui ont une idée mais qui ne savent pas exactement comment faire. Trop bien. Et du coup, Junior, pour finir, fondateur de Broken Abroad. C'est ça. Alors du coup, moi c'est Junior, je suis cofondateur de Broken Abroad, CMO de Broken Abroad et créateur de contenu un peu à côté. Top. Bon, du coup, l'idée là, c'est que pendant 1 heure, on discute vraiment ensemble de ce que vous faites, que vous puissiez aussi donner des conseils aux gens qui sont là. Est-ce qu'il y en a ici qui réfléchissent à se lancer dans la Creators Economy? Levez la main. Ok, top. Alors du coup, peut-être pour commencer, justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans? Aminata, est-ce que tu veux commencer peut-être par nous raconter pour toi? Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer concernant ma marque de bijoux. Donc, l'idée, c'était vraiment pendant le confinement. Tout a commencé pendant le confinement. J'avais plus d'études, plus de travail, j'avais rien à faire, je pense, comme la plupart des gens. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat? Et en fait, j'ai commencé en créant des e-books sur la confiance en soi, parce qu'à la base, j'avais pas du tout d'argent pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et à partir de là, quand j'ai eu les fonds nécessaires pour lancer l'e-book sur la confiance en soi, j'ai réinvesti ça pour ma marque de bijoux et de piercing, l'Unifia. Et c'est ça qui m'a donné envie ça m'a donné envie de me lancer. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Surtout que je voyais pas mal de personnes qui osaient accomplir leurs rêves, qui osaient se lancer. Et c'est vraiment de là que c'est parti. Top. Et tu as commencé il y a combien de temps du coup? Dans l'entrepreneuriat en général, c'était du coup pendant le confinement, on va dire il y a 2 ans, mais la marque de bijoux, c'était il y a moins d'1 an là. Ouais, et aujourd'hui, vous avez déjà un peu plus de 130 000 C'est ça, exactement. abonnés, donc ça va cartonne. très très vite. Top. De ton côté, Lisa, pareil, un peu même question. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de te lancer là-dedans? Et il y a combien de temps? Alors moi je me suis lancée en mars 2020, même si avant j'avais déjà d'autres petits projets, mais rien à voir avec l'entrepreneuriat féminin. Et du coup ce qui m'a poussée à me lancer, c'est que je trouvais pas vraiment de médias ou de communauté pour les femmes qui veulent entreprendre, mais qui sont encore au niveau zéro et qui ont pas forcément de réseau. Parce que personnellement dans mon entourage j'avais pas forcément énormément de personnes qui voulaient entreprendre. Et je me suis dit en créant cette communauté, je vais peut-être pouvoir permettre à pas mal de filles de faire des rencontres, de rencontrer d'autres filles aussi ambitieuses qu'elles et qui ont un peu les mêmes envies d'entrepreneuriat, d'où la création d'un WhatsApp et d'un Discord pour discuter entre filles ambitieuses et puis voilà, donner des conseils, etc., motiver, inspirer au travers aussi d'interviews d'autres femmes inspirantes et voilà, créer tout un petit écosystème autour de ça. Et du coup, tu t'es majoritairement lancé et tu utilises majoritairement TikTok pour le coup? Tu utilises majoritairement TikTok du coup? Alors au début c'était Instagram, hein. Depuis mars 2020 jusque récemment c'était à fond Insta et au début 2022 je me suis lancée, enfin j'avais déjà TikTok mais pas vraiment en version pro quoi. Et je me suis lancée sur TikTok, j'avais un rythme assez soutenu et ça a un petit peu décollé, donc je me suis dit que c'était vraiment le réseau sur lequel fallait se concentrer maintenant. Top. Junior, un peu même question. Qu'est-ce qui toi t'a donné envie de te lancer? C'était il y a combien de temps pour le coup? Peut-être un peu plus longtemps.
Ouais, du coup, nous, ça fait 3 ans qu'on existe maintenant. On s'est lancé parce qu'on a tous eu le même constat autour de nous, c'était que on nous demandait souvent comment on arrivait à voyager, alors qu'on était, je sais pas, moi à l'époque j'étais en BTS par exemple, et du coup tous mes potes, collègues, ils me demandaient ouais mais comment ça se fait que tu réussis à voyager autant? Est-ce que tu es fils de ministre? Est-ce que tu as pillé l'argent du peuple? Et du coup, c'est un peu le constat qu'on a fait tous les trois. Et du coup, on s'est lancé du coup dans une plateforme qui permettait de rendre le voyage plus accessible du coup à tout le monde et donc aux acteurs un peu oubliés du monde du tourisme. Et du coup, les réseaux sociaux, c'était notre premier canal d'acquisition et ça reste toujours notre premier canal d'acquisition. Et ouais, on est plus de 160 000 maintenant sur tous les réseaux sociaux confondus. Ok, donc pas mal de monde quand même Ouais, qui ça vous va, suit. ouais. Et alors comment ça fonctionne du coup concrètement, Broken Abroad? Alors Broken Abroad, du coup, c'est un facilitateur de voyage. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a vraiment une équipe spécialisée dans le produit qui va fouiller sur tous les comparateurs avec lesquels on travaille, comme par exemple Booking, Kayak, et on va vraiment chercher les meilleures offres. Donc pas forcément au niveau du prix, mais aussi de la qualité. Et donc on va proposer ça du coup à nos abonnés, donc que ce soit des abonnés freemium ou des abonnés premium. Et du coup, là, on est en train de travailler sur des nouvelles fonctions, dont une qui va arriver très prochainement, qui va être un peu le Tinder du voyage, qui va permettre du Ok. coup de connecter les voyageurs solo entre eux, du coup pour les permettre de partir ensemble, parce qu'on sait que la plupart du temps, les gens nous disent qu'ils ont envie de partir, mais que leurs potes, ils sont pas dispo, ils sont pas chauds, ceci. Donc ça arrive fort fort. Ok. Et alors c'est intéressant parce que tu as mentionné que c'était les réseaux sociaux, c'était votre principal canal d'acquisition. Les filles, Lisa, Aminata, c'est pareil pour vous, vous l'utilisez vraiment comme canal d'acquisition, vous les utilisez vraiment comme canal d'acquisition, les réseaux sociaux? Oui, c'est ça. Moi, c'est principalement les réseaux sociaux et le contenu organique en général. Donc, je vais aussi utiliser le SEO. Mais généralement, la plupart des clients, je peux le voir, je peux vérifier avec la plateforme Shopify, ça vient principalement des réseaux sociaux. Et même quand on utilise la publicité, c'est aussi les réseaux sociaux du coup. Ok. Et du coup, Lisa, même chose? Pareil, des réseaux sociaux, parce que même si sur mon site, je peux mettre en vente des e-books ou des choses comme ça, si je communique pas sur les réseaux sociaux, ça ne viendra pas. Ok. Alors bon, il y a quand même un truc. Enfin, moi, quand on a un peu préparé cette discussion et donc on a échangé ensemble avant, on vous raconte aussi ce qu'on a fait avant du coup. Et un truc une question que moi j'avais en tête depuis le début en préparant cette discussion, c'est de se dire bon, les réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit TikTok, que ce soit Insta et tout, il y a quand même plein de gens dessus qui essayent de créer du contenu, qui essayent de développer du contenu, etc. Euh, vous avez pas, comment vous êtes vous n'avez pas eu peur au départ de vous lancer en vous disant il y a déjà trop de gens? C'est un truc qui est important, il faut oser au départ pour se lancer. Je sais pas qui veut, peut-être Lisa, commencer. Mahmoud, en fait, depuis le lycée, j'ai essayé de faire des choses sur les réseaux sociaux, donc ça faisait un petit moment que j'avais passé cette barrière du qu'est-ce que les gens, enfin en tout cas, qu'est-ce que mon entourage va dire de moi. Après, ça a été quand même compliqué de passer la barrière du je vais raconter ma vie via Instagram ou des choses comme ça, ou vraiment me mettre en scène sur TikTok, parce que là, c'est beaucoup plus décontracté et on est obligé d'un peu montrer sa personnalité. Et donc oui, ça a été dur au début, mais avec l'exercice, on arrive à passer au-dessus. Top. Aminata? Alors, moi, je pense qu'on a tous grandi plus ou moins avec les réseaux sociaux. En tout cas, c'était mon cas. La plupart d'entre nous, je pense qu'on a déjà produit du contenu sur les réseaux sociaux. Maintenant, l'effort qu'il fallait faire, c'est le proposer au monde entier, entre grosses guillemets, parce qu'en général, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est pour partager avec ses amis. Et c'est juste, moi, ça a été plutôt naturel. Je me suis pas dit, ah mince, non, 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 je vais pas me lancer. J'ai partagé mon contenu. Et en fait, quand tu as une marque, c'est beaucoup plus simple parce que tu sais que c'est pour ta marque et pas forcément pour toi. Donc je pense que peut-être que pour les influenceurs, c'est un peu plus complexe, mais pour mon cas, c'était assez simple. Je me suis juste dit, je vais partager du contenu sur ma marque, je vais partager des conseils, je vais aider les gens. Et c'était vraiment dans cette optique que je me suis lancée et c'était assez simple. Enfin, j'ai pas eu forcément peur. Et surtout, quand tu te lances sur TikTok, Instagram encore c'est différent, mais sur TikTok, pendant la période du confinement, il y a énormément de gens qui produisaient du contenu. Et on ne s'est pas forcément rendu compte qu'on faisait quelque chose de spécial. On partageait juste notre quotidien, des petits challenges, etc. Et ça se fait assez naturellement. Top. Junior? Pour nous, c'était évident en fait. Genre, on voyait pas d'autres, on n'avait pas le choix entre parenthèses. On pouvait pas faire du paid, donc du SEO ou ce genre de choses. Donc, Oui, parce que l'avantage des réseaux sociaux, c'est quand même que du coup, c'est gratuit, effectivement. ouais, Donc c'est au moins, ça. on peut tenter même sans avoir de budget. Ouais, donc on a fait de l'organique et on continue à faire de l'organique jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, c'était évident, c'était le plus rapide, le plus facile et le gratuit. Donc du coup, on n'avait pas d'argent à l'époque.
On en a un peu, mais vas-y, t'as capté. Et donc, ouais, voilà, donc c'était vraiment une évidence et du coup, c'est comme ça que ça a pris. Ok. Et alors du coup, qu'est-ce qui fait, selon vous, que ça a fonctionné? Comment est-ce que vous analysez rétrospectivement? Isa, tu as un peu plus de 20 000 abonnés aujourd'hui. Comment est-ce que tu analyses du coup ce truc? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, bah, tu as testé peut-être au début et ça n'a pas marché, et du coup, quelle est la recette un peu, pas la recette magique, mais quelle est la recette pour réussir à développer son compte? Le travail, tout simplement. En fait, le temps, la patience et le travail, il n'y a rien de, il y a rien de mieux, il n'y a pas de recette magique. En tout cas, pour moi, il n'y en a pas eu. C'est de bosser, 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 même si pendant des mois ou des années, tu n'as pas de résultat, tu gagnes pas 1 euro ou tu restes bloqué à 500 abonnés, bah, c'est de bosser et d'essayer d'apprendre de ses erreurs, tout ça. Mais pour moi, il n'y a pas Et d'autre secret. ça te prend combien de temps du coup, par exemple, aujourd'hui, alors, je sais pas, chaque jour, chaque semaine, tu sais estimer à peu près combien de temps ça te prend? Ça dépend les périodes où je suis vraiment hyper impliquée ou celles où je suis plus encore dans mes études parce que là je suis à la fin de mes études. Mais sinon, en fait c'est constant. Le matin tu réponds aux messages, le soir tu fais une créa. Dès que tu te sens bien, tu fais 10 TikTok d'affilée comme ça. Après tu les postes toute la semaine. En fait c'est constant, ça s'arrête jamais et c'est un peu ça l'entrepreneuriat aussi, je pense. Ok. Junior, de ton côté, Pour nous, je pense que c'est vraiment l'authenticité qui a fait que ça a marché. Le fait qu'on ait vraiment mis un point d'honneur à montrer de la représentation, parce que dans le monde du voyage, on voit souvent les mêmes profils. C'est une blonde de dos avec Santorini derrière. Donc on a dit, ça va, il n'y a pas que les blondes qui voient Santorini. Et donc ouais, la représentation, c'est vraiment ce qui a fait une partie de nos succès, l'authenticité et vraiment le fait de raconter un peu nos succès et aussi nos défaites. Donc vraiment, bah, l'authenticité, ça revient à l'authenticité et être constant. C'est très important d'être constant. Donc on est toujours là, on est toujours présent. ok. Et tu me racontais justement, pareil, en préparant la discussion, que pour le coup, vous aviez changé un peu votre façon, pas votre relation aux réseaux sociaux, mais peut-être qu'avant, vous étiez entre guillemets tout le temps, tout le temps, tout le temps dessus. Et avec le temps, avec le recul, vous avez un peu adapté la façon aussi dont vous gériez vos comptes. Ouais, ouais, au début on était hyper présent, comme elle a dit, elle répond le matin, ensuite le soir de la créa, tout ça. On répondait à 3 heures du matin, 4 heures du matin, 7 heures, en vacances, pendant mon anniversaire, peu importe, je répondais toujours. Et avec le temps, bah, on s'est rendu compte que c'était un peu toxique de faire ça. Et du coup, on a appris à prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au fait d'être tout le temps sollicité, et surtout pour le bien-être mental. Donc vraiment dire stop à telle heure, on arrête de répondre, et on répond le lendemain. Et comme j'ai dit, bah, en fait, pour les clients, c'est toujours urgent, sauf que des fois, c'est pas du tout urgent. Donc apprendre à faire la part des choses, je pense que c'est très important. Top. Du coup, Aminata, toi de ton côté, un peu pareil, pas la recette magique, mais ce qui selon toi en tout cas fait le succès de ton compte, quand même un peu plus de 130 000 abonnés aujourd'hui. Alors déjà, je suis d'accord avec ce que Lisa et Junior ils ont dit. C'est vrai que le travail, l'authenticité, pardon, c'est super super important. Après, ce que j'ajouterais en plus, c'est le fait d'aider les gens. Quand tu crées du contenu sur les réseaux sociaux pour apporter de la valeur en plus, pour aider les gens, forcément, ça va les intéresser. Il faut vraiment pas penser à soi, il faut penser aux autres en premier. Et moi, le but, c'est vraiment de faire un maximum de vidéos qui peut apporter le plus de valeur à toutes les personnes qui me suivent. Parce que je me dis, bah, si une personne scrolle sur son feed TikTok ou alors sur Instagram et qu'elle se rend compte que ça va lui apporter quelque chose, elle va peut-être enregistrer, partager, et forcément, ça crée de la viralité, et je pense que c'est un élément qui est très important. Et alors c'est intéressant parce que vous l'évoquiez aussi sur le rapport qu'on a aux réseaux sociaux. Peut-être une des craintes qu'on peut avoir avant de se lancer, c'est de se dire ouais mais est-ce que je peux avoir que des haters, est-ce que je peux avoir que des commentaires un peu, pardon pour le mot, mais pourris sous mes vidéos, sous mes posts, etc. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce que vous le gérez vous aujourd'hui? Tu veux, Aminata, je sais pas si tu veux. Bah moi, franchement, ça va. J'ai pas reçu trop de haters. Pour l'instant, c'est bon. Franchement, ça va. Et puis, au pire, enfin, des fois, ça arrive. Il y a toujours des personnes pour dire ah mince, bah, j'aime pas ça, pour insulter, etc. Mais il faut bien comprendre que c'est des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. À partir du moment où tu t'es dit ça dans ta tête, c'est des gens qui s'ennuient. À quelle heure tu vas aller sur les réseaux sociaux et insulter une personne que tu connais ni d'Adam ni d'Ève? Moi, personnellement, je fais vraiment la part des choses. Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Quand je marche dans la rue, il n'y a personne qui m'arrête pour me dire « Ah bah t'es une merde ». Donc, clairement, je calcule pas. Je calcule pas. Et en fait, quand tu te retrouves peut-être dans un bad buzz ou quoi, éteins ton téléphone, mets-le à l'écart et c'est bon, tout s'arrête. Lisa, Junior, vous avez des-
Ouais, je vais juste répondre. Du coup, des haters, on en a plein. C'est trop. Je sais pas pourquoi ils nous détestent. C'est des rageux. Mais non, non, je rigole. On n'a pas vraiment des haters. C'est plus des gens qui ont du mal à croire au concept parce qu'on dit, bah, tu peux aller à Santorini pour 30 euros. Du coup, ils sont là. Ouais, Ouais, en mais fait, là, c'est pas vrai, quoi. ouais, c'est pas vrai. L'avion, il est en papier. Blablabla. La blague qu'on a vue 50 000 fois. Et au début, on était. Parce que bah, au début, on est amoureux de son produit, entre parenthèses. Donc, dès qu'il y a une remarque, on est là, ouais, on voit ton adresse et tout, je te retrouve, on va discuter. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que voilà, il y aura toujours des gens qui vont critiquer, il y aura toujours des gens qui vont avoir du mal à y croire. Et il vaut mieux se concentrer sur le positif. Et ouais, je pense que c'est plus important de se concentrer sur le positif. Et fuck les jaloux, comme on dit. Lisa? Bah, comme Aminata, en fait, j'ai pas spécialement eu de méchants commentaires C'est plutôt bon signe. Comment? C'est plutôt bon signe, globalement, si vous n'en avez Oui. pas trop eu. Oui, en soi, c'est bon signe. Après, je pense qu'on fait du contenu assez bienveillant pour qu'il n'y ait pas de quelque chose qui fasse que quelqu'un a envie de nous clasher. Mais sinon, c'est aussi le fait de passer au-dessus de tout ça. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est... Enfin, même si on a un commentaire méchant, soit la personne, elle viendra jamais le dire en face, et c'est des gens qu'on verra jamais dans notre vie, donc il faut pas se dire, je vais pas entreprendre sur les réseaux sociaux ou monter un projet ou quoi, juste parce que quelqu'un va possiblement peut-être me dire qu'il aime pas mon contenu. Enfin, on s'en fout en fait, clairement. Et il faut passer au-dessus, même si sur le moment, enfin, en fonction des personnalités, ça peut faire un peu mal au cœur, on peut se remettre en question, ou enfin, moi ça m'est déjà arrivé de me dire, mais en fait, pourquoi je fais ça? Je suis pas du tout légitime à faire ça en fait. Mais après quelques secondes de réflexion, on se dit, mais un commentaire versus 1000 commentaires où les gens nous montrent qu'on les a aidés, bah, directement on se dit, mais en fait, on s'en fout en fait du négatif. Top. Et du coup, alors maintenant, ça fait tous entre 2 et 3 ans que vous êtes lancés. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas imaginées quand vous êtes lancés et que vous avez découvertes, appréhendées au fur et à mesure? Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, Junior? c'est les gens qui t'interpellent absolument n'importe où, dans n'importe quel contexte. En soirée, dans le métro, il n'y a pas de... C'est n'importe quoi. C'est une dinguerie. C'est juste ça qui me choque à chaque fois. Genre, ou même les gens qui te reconnaissent dans la rue, c'est vraiment des profils différents. Ça peut être des parents, des enfants, des ados. Et ouais, moi, c'est quelque chose qui me surprend depuis le déconfinement, du coup, qu'on a passé un long moment à être chez nous. Et quand on est sorti, bah, du coup, il y a plein de gens qui nous reconnaissaient dans la rue en mode, ah, j'aime trop ce que tu fais, j'aime trop ce que tu fais et tout. C'est super cool, mais ça fait quand même bizarre. Et vous êtes combien du coup? Parce que tu dis vous depuis tout à l'heure, mais alors combien vous êtes chez... Chez Broken Abroad, Ouais. on est 3 cofondateurs, du coup, et on est une dizaine d'employés actuellement. Ok, donc bien grandi depuis... Ouais, ouais, même quand j'arrive au bureau, je suis choqué. Je sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Aminata, du coup, pareil, sur les choses que tu n'avais pas imaginées peut-être en te lançant. Bah, il n'y en a pas forcément une que j'ai en tête, mais je dirais c'est le fait que ça grossisse hyper rapidement et tu t'y attends pas. Et ça, c'est vraiment la force des réseaux sociaux, c'est que quand tu fais du bon contenu, un jour ou l'autre, ça va percer. Il suffit d'un contenu pour vraiment faire exploser ta marque ou alors ta communauté sur les réseaux sociaux si tu es créateur de contenu. Et ça, c'est vrai que ça m'a assez étonnée parce que moi, je suis quelqu'un qui de nature est ambitieux, je me fixe des objectifs qui sont élevés, etc. Mais c'est vrai que quand tu vois qu'il y a un effet boule de neige des vidéos que tu as publiées il y a peut-être un an qui sont en train de se développer, en fait, de continuer à percer sur les réseaux sociaux, tu te dis, ah oui, en fait, c'est incroyable. Le pouvoir des réseaux sociaux, tu le constates tous les jours. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a étonnée. Lisa? Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais il y a aussi l'effet inverse que des fois, ça peut être très long, même si tu as un très bon concept et que tu as des bonnes idées et que tu bosses, bah, ça peut être long, le temps de se faire connaître, le temps qu'une vidéo devienne virale ou je ne sais quoi, ou de toute façon, ça prend toujours du temps. Mais voilà, c'est ça. Après, je m'y attendais un petit peu, je savais qu'en 2 mois, j'allais pas faire 1 million d'abonnés, mais ça prend du temps et faut pas lâcher, quoi. Et voilà, c'est ça. Et alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas tous les mêmes réseaux sociaux en termes d'usage, enfin en tout cas usage peut-être principal. Toi Junior, avec Broken Abroad, c'est plutôt Insta. Ouais, ça va plus Aujourd'hui, Insta, vous les ouais. filles, c'est plutôt TikTok. Ouais, TikTok à fond. Instagram aussi, quand même. Ouais. Mais on va dire que c'est 2 réseaux sociaux qui sont complètement différents. Chacun a ses particularités. Par exemple, sur TikTok, c'est vraiment un contenu qui, selon moi, est beaucoup plus authentique. Et il y a aussi cette possibilité qui est, de se faire connaître beaucoup plus rapidement que sur Instagram. Instagram, je sais que l'algorithme il change tout le temps, mais c'est vrai que pour moi, c'est différent. C'est 2 plateformes qui sont complètement différentes, mais 2 plateformes que j'affectionne.
Bah, pareil, TikTok, Insta plus pour la vitrine maintenant parce que c'est un petit peu compliqué de percer dessus. Et de plus en plus aussi LinkedIn parce que Ok. c'est quand même assez intéressant, mais c'est surtout aussi pour le réseau, le fait de faire pas mal de rencontres. Et les rencontres dans l'entrepreneuriat, ça peut être déterminant. Donc de plus en plus, j'essaye d'utiliser ce réseau-là. Ok. Et du coup, Junior, vous, qu'est-ce qui vous a poussé plutôt sur Insta que sur TikTok Pourquoi plus Insta que TikTok? Ouais. Ah, moi j'ai du mal avec TikTok, hein. Ah ouais, non, TikTok c'est chaud. Non, TikTok c'est super bien, hein, tu vois, genre j'aime bien, c'est super et tout, mais enfin je regarde. Enfin, du coup on y est, mais c'est pas moi qui suis acteur de TikTok, Ok. on va dire. J'aime bien ce qui se passe sur TikTok, mais je suis pas acteur de TikTok. C'est contradictoire parce que je sais que c'est un super réseau, c'est génial et tout, mais j'ai du mal, j'arrive pas. En fait, j'ai trop une mauvaise image. En fait, il y a trop de Corée, en fait, ça me dérange. Faut te lancer. C'est juste Bah, ça. en vrai, t'es pas forcément obligé de danser Ouais, sur non, t'es pas TikTok. obligé, mais vas-y. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui se disent encore, oui, c'est une plateforme où tu danses, si tu connais pas les tendances, etc. Mais c'est vrai que, on va pas se mentir, TikTok met beaucoup en avant les danses, mais de plus en plus, on voit que le contenu où tu apportes de la valeur aux gens, où tu partages des conseils, ils veulent mettre plus l'accent sur ça parce que TikTok veut concurrencer YouTube en termes de vidéos. Du coup, franchement, lance-toi, tu vas Non, mais on y kiffer. est, hein, mais moi, en tant que personne, j'y suis pas. C'est juste moi, Broken Bourdinier, Junior, il y est pas. Ok. Qui est sur Insta ici dans la salle? Levez la main. Ok. Qui est sur TikTok? Ok, ouais. Insta reste quand même encore majoritaire. Aminata, il y a un truc pareil quand on prépare la discussion hyper intéressant que tu racontais. C'est que tu t'es lancé, ça a commencé à bien fonctionner, et puis en fait, tu as réinvesti l'argent après que tu avais gagné pour vraiment, entre guillemets, développer ton entreprise et l'entrepreneuriat. Tu peux nous raconter un peu? Ouais, alors franchement, en fait, avant le confinement, j'étais étudiante et j'avais plusieurs jobs étudiants de côté. Donc j'avais un bon revenu quand même tous les mois qui me permettait de bien vivre, sauf que forcément, il y a eu le confinement, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté et je faisais rien de mes journées, ça me frustrait, vraiment, je m'ennuyais. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, à ce moment-là, j'avais déjà un compte de développement personnel sur lequel je partageais des petites citations. Mais comme l'école me prenait trop de temps, j'avais délaissé ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je voyais des gens créer des e-books. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est des e-books, c'est des livres numériques que vous allez créer complètement en ligne. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que vous n'avez pas à envoyer le produit parce que même la poste était arrêtée pendant le confinement. Donc là, c'était vraiment le business model parfait. T'as pas à payer d'argent parce que j'avais rien, de toute façon, j'avais vraiment zéro sur mon compte. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça? J'ai commencé avec des produits digitaux. Mais le but, moi, j'ai toujours voulu avoir une marque physique, pas forcément que sur le numérique. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça? Je savais que j'allais réinvestir cet argent pour en faire quelque chose. Et quand j'ai eu l'idée de l'Unifia, quand j'ai vu l'opportunité du fait que il y avait plein de gens qui n'étaient pas forcément percés, qui voulaient avoir des piercings, je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer des faux piercings? Et en fait, c'est comme ça que ça s'est développé. Et du coup, aujourd'hui, ça en est où alors? Bah, aujourd'hui, j'ai mes bureaux, j'ai mes locaux, je travaille avec ma comptable, mes employés aussi, j'en ai 2. Du coup, bah, là, ça se développe un max et le but, c'est vraiment de faire en sorte que ça se grossisse encore plus. Top. Lisa, toi, avec PowerPlace, pareil, tu as aussi utilisé les e-books. Pareil, c'était un peu pour les mêmes raisons au début. En fait, j'étais assez réticente au début à mettre des choses en vente parce que, en fait, limite, j'allais le mettre gratuit parce que j'estimais que j'étais pas légitime à vendre quelque chose. Bon, après, en parlant autour de moi, tout le monde m'a dit, mais au moins 1 euro symbolique, un truc, enfin, fais quelque chose. Et finalement, bon, j'ai mis un petit prix et ouais, c'était vraiment l'occasion de vendre déjà un premier produit, un premier pas dans le e-commerce entre gros guillemets, mais comment faire ses premiers sous. Et c'est vraiment un truc hyper pratique pour les mêmes raisons qu'Aminata a dit. C'est via, en tout cas, le site que j'utilise, ça s'envoie directement aux utilisateurs dès qu'ils ont Comment? payé. C'est sur Squarespace, Ok. c'est la plateforme. Et ça s'envoie directement par mail, c'est hyper pratique et bah, ça se fait facilement. En fait, moi je le fais sur Canva et c'est hyper facile à faire. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait d'un e-book. Et vous les vendiez combien à titre curieux, les e-books, toutes les deux? Alors moi à l'époque je le vendais 5 euros je crois, mais si je le sortais aujourd'hui je le vendrais plus. Et toi? moi, bah, en fait, j'en ai plusieurs des e-books. Ça commence à partir de 9,95 €. Après, il y en a 29 et il y a des bundles, donc c'est des packs de plusieurs e-books. D'ailleurs, ça, c'est super cool, hein, ça fait plus de bénéfices. Et les bundles, bah, ils sont à 79, je crois, 79,95.
Top. Et alors du coup, peut-être, on demandait tout à l'heure, il y a des gens dans la salle qui réfléchissent à se lancer aussi. Si on passe un peu plus en mode conseil pour le coup, pour se lancer, peut-être on peut commencer par toi, Junior. Qu'est-ce que tu donnerais aujourd'hui comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer sur, du coup, plutôt sur Insta, parce que c'est ce que tu connais le mieux, j'imagine. Mhm. Je pense que ce serait de regarder beaucoup ce qui se fait et de s'inspirer de ce qui marche, forcément, tout en ajoutant sa touche personnelle et ce qui va faire la différence, parce que faire la même chose que quelqu'un, ça peut marcher, mais ça va pas ramener les bonnes personnes, du coup. Donc vraiment trouver quelque chose et le faire à sa manière, en ajoutant du coup ce qui fait qu'on est sa personne, donc son authenticité et être constant. Et après, il y a un facteur chance aussi. Il y a un facteur chance et un facteur timing. Ça peut mettre 10 mois à marcher, comme ça peut mettre une semaine. Donc il faut être patient. Top. Aminata, plutôt du coup alors sur TikTok pour le coup. Ouais, alors le conseil que je donnerais en plus de celui que Junior a donné, c'est vraiment produisez du contenu comme si vous aviez déjà une communauté qui est déjà présente, parce que ça va vous pousser à vraiment créer du contenu qualitatif et pas à vous dire ah mince, il y a personne qui me suit, je vais pas donner, enfin je vais pas utiliser tout mon potentiel. Donc franchement, faites comme si vous avez une grosse communauté, ne calculez pas le regard des autres et créez du contenu que vous kiffez, parce que comme ça, le jour où ça va se développer, le jour où la machine va s'accélérer, vous serez fiers du contenu que vous aurez déjà produit. Et il y a aussi un fait que vous devez vraiment garder en tête, c'est que les premières vidéos, les premières photos que vous allez poster sur les réseaux sociaux, elles ne seront pas forcément top, mais c'est pas grave. C'est en produisant que vous allez vous améliorer, que vous allez comprendre ce que les gens veulent voir sur les réseaux sociaux. Et vraiment, ne lâchez pas, continuez, persévérez, parce que vous n'êtes qu'à un contenu de votre succès. Lisa. Moi, je dirais tout simplement d'oser. Personnellement, j'ai pas mal de gens autour de moi qui ont des idées, des petits projets, mais qui n'osent pas forcément se lancer parce que manque de temps, manque de moyens, manque de c'est pas le bon moment, ou alors j'ose pas tout simplement parce que je vais peut-être pas réussir. Mais en fait non, faut juste essayer, et les réseaux sociaux c'est un très gros tremplin, c'est gratuit, c'est facile d'utilisation, tu peux accéder à de très grosses communautés, te faire connaître super rapidement. Donc moi je dirais juste d'oser et de pas trop se poser de questions et de pas trop réfléchir finalement. Faut juste se lancer dès qu'on a une idée, même si elle n'est pas parfaite. Ça, faut pas se lancer une fois que c'est parfait, parce que ça sera jamais parfait. Et les premiers contenus, quand vous les regarderez dans un an, vous trouverez que c'est nul, mais sur le moment, c'était génial. Et donc voilà, faut pas se poser de questions et y aller. Et il y a un enjeu aussi après derrière, du coup, d'arriver, quand ça commence à marcher pour le coup, j'imagine, d'arriver à gérer et entretenir sa communauté pour que ça devienne des ambassadeurs le plus possible. Aminata, peut-être. Bah ouais, c'est super important de faire, en fait, de produire du contenu. Moi, après, j'ai une marque, donc je dis toujours que votre produit doit être super top, mais aussi l'expérience client, parce que si vous avez un bon produit, une bonne expérience client, une fois que les clients vont commander sur le site et vont recevoir le produit, c'est eux qui vont devenir les ambassadeurs de votre marque. Et pour ceux qui veulent juste être c'est ceux qui veulent être créateurs de contenu plutôt, le but, c'est vraiment de produire un contenu qualitatif, comme ça, les personnes qui vont suivre vont parler de vous à un tel, et ça fera grossir votre communauté. Top. Et comment est-ce que du coup aujourd'hui, est-ce que vous avez des tips un peu pour gérer votre communauté? Comment est-ce que vous la gérez? Est-ce que vous avez, je sais pas, des actions spécifiques? Est-ce que vous êtes junior? Du coup, nous, on a une énorme communauté, enfin à notre échelle en tout cas. Comment on la gère? On essaie d'être le plus proche possible, donc on essaie de répondre assez rapidement. On est beaucoup dans la proximité, donc on a un temps, donc on tutoie les gens parce qu'on veut être proche d'eux. Donc on va faire beaucoup d'actions et les faire participer, donc ce soit poser des questions, leur demander leur avis, vraiment dans un peu tout ce qu'on peut faire. Donc on essaie vraiment de les faire participer pour qu'ils sentent que c'est vraiment une communauté et que du coup tout ce qu'on fait on le fait avec eux parce qu'on le fait pour eux. Et donc par exemple le logo que j'ai là sur c'est mon cœur, hein, je crois. Et c'est quelqu'un de notre communauté qui l'a fait. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui c'est celui qu'on a. Et ouais, Trop donc cool. depuis le départ on joue vraiment avec notre communauté. Ouais. Ok. Lisa? Moi, pour l'instant, ça va. J'ai une communauté assez gérable. Je peux répondre à pratiquement tous les messages.
Donc moi je dirais surtout de répondre le plus possible aux messages, mais pas non plus se mettre la pression. Si on peut pas répondre à tous les messages, c'est pas grave. Et les gens, la plupart des gens savent que vous n'êtes pas une machine et que vous recevez parfois beaucoup de messages en fonction des projets, etc. Donc voilà, pas se mettre de pression, mais quand même leur répondre au maximum parce que c'est grâce à eux que à un moment ou un autre, on va réussir, ils vont en parler autour d'eux, ils vont partager nos contenus, ils vont être derrière nous à fond, ils vont nous motiver. Donc voilà, quand même respecter sa communauté du mieux qu'on peut, mais pas se mettre de pression. Et alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà rencontré leur communauté en vrai, qui ont fait des trucs pour rencontrer les gens en vrai? Comme j'ai dit tout à l'heure, on les croise tout le temps. Et nous, on a un événement qui est annuel. On fait un jeu de piste géant dans Paris pour faire gagner un voyage, du coup. Et du coup, à chaque fois, on a une centaine de participants. Donc là, on rencontre vraiment notre communauté. Et ouais, du coup, ça fait plaisir parce que comme on est dans le digital, on n'a pas l'habitude de voir les gens vu que c'est pas une boutique, c'est pas du physique. Et du coup, c'est des événements qui permettent vraiment de rencontrer du coup des gens qui nous racontent du coup qu'ils ont déjà voyagé avec nous, que c'était leur première fois où ils avaient voyagé, qu'ils ont emmené leur mère, ce genre de choses. Et du coup, quand tu es dans le digital, bah, ça fait plaisir de voir que ce que tu fais derrière ton ordi, bah, ça change un peu la vie de Ça a certaines un impact sur personnes. les vrais gens. Ouais, ouais, ouais. Et alors, toujours pareil, en préparant un peu la discussion, c'est vous les filles, je crois, qui me parliez de l'importance des 3 premières secondes dans les vidéos. Je sais pas, Lisa, peut-être, tu veux en dire un mot? Ouais, c'est notamment sur TikTok en fait c'est tellement rapide, on a tellement l'habitude de swiper directement dès qu'on on semble ne pas être intéressé par une vidéo que en fait pour entre guillemets réussir sur TikTok, faut vraiment soigner les 3 premières secondes de ces vidéos, mettre une phrase d'accroche ou parler directement du sujet qu'on va aborder, pas mettre trop longtemps à démarrer. Et voilà, c'est hyper important de se concentrer sur ce petit temps parce que même des fois on fait des vidéos qui durent même pas 10 secondes. Donc si déjà les 3 premières secondes on ne dit pas de quoi on parle, les gens swipent très vite et moi ça m'arrive, je swipe comme ça et je m'arrête vraiment s'il y a un truc qui accroche mon regard. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que les 3 premières secondes sont vraiment hyper importantes et que si vous voulez réussir sur TikTok, faut avoir ça en tête. T'as le même réflexe, Inata, sur les 3 premières secondes? Oui, c'est super important. Bah, les gens, et en fait, il y a tellement de créateurs de contenu, tellement de contenu sur les réseaux sociaux que si on n'attire pas dès les premières secondes, après, c'est pas forcément, enfin, c'est l'accroche, certes, c'est le cheat que vous allez écrire, mais ça peut être aussi la musique, ça peut être la vidéo en soi, il peut se passer quelque chose d'intriguant ou même un cri, je sais pas. Mais il faut vraiment faire en sorte que quand la personne swipe, elle s'arrête sur ta vidéo et qu'elle regarde parce qu'en fait, le but de toutes les plateformes, que ce soit TikTok, Instagram ou YouTube, c'est qu'on reste le plus de temps possible. Et à partir du moment où tu comprends le fonctionnement de la plateforme, tu sais que tu dois faire du contenu sur lequel les gens vont passer un maximum de temps. Et si tu les attires pas dès le début, s'ils s'arrêtent même pas sur ta vidéo, c'est sûr qu'ils resteront pas jusqu'au bout. Et est-ce que tous les contenus, toutes les vidéos vous prennent à peu près la même durée à faire ou c'est hyper variable? Non, 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 ça dépend vraiment. Il y a des vidéos, vraiment, je vais les faire en même pas 2 minutes. Vraiment, c'est Ok. super rapide. Et t'en as d'autres, tu vas passer des heures dessus. Et ça, c'est super frustrant parce que des fois, c'est la vidéo que tu as fait en 2 minutes qui va péter. Et tu vas voir celle sur laquelle tu as passé des heures et des heures parce que tu t'es dit, ah, je vais faire comme ça, je vais faire un montage spécifique et tout. Bah, ça va flopper. Mais c'est pas grave. Et vraiment, il faut se détacher un maximum des vues, des likes, etc. sur les réseaux sociaux parce que le plus important, c'est l'impact que ça a sur les personnes. Moi, par exemple, j'ai une marque, il y a des vidéos qui vont peut-être faire 2000 vues. Pour certains, 2000 vues, c'est énorme, mais je vous assure, sur TikTok, c'est pas le plus haut. 2000 vues, ça peut t'attirer énormément de gens sur ton site internet si c'est des personnes ciblées. Et tu peux faire une vidéo qui va faire 1 million de vues, qui n'aura pas le même effet que ces 2000 vues. Donc vraiment, il faut avoir en tête ce que ça peut apporter aux gens. C'est vraiment l'élément le plus important. Et les vues, il faut s'en détacher complètement. Ok, très clair. Et alors, il y a un enjeu aussi, j'imagine, un peu à la fois pour se différencier et puis justement pour arriver à attirer les gens. C'est pas juste d'être dans un mode je fais la pub de ce que je. Enfin, quand on est dans un business de vendre en tout cas des choses, je fais de la pub pour ce que je vends. C'est quand même d'essayer de raconter une histoire, de tirer un fil, etc. Junior, c'est un truc que vous faites aussi vous pas mal de votre côté? Ouais, nous on fait énormément de storytelling. Par exemple, pour la fête des mères, on a fait voyager une mère et sa fille, du coup, et ça faisait 40 ans qu'elle n'avait pas pris l'avion. Et du coup, on les a envoyés en voyage, on a vlogué le tout. Et donc, on a sorti ça pour la fête des mères. Et c'est aussi toucher les gens par les sentiments, du coup. Et c'est l'impact qu'on va avoir qui va peut-être pas être tout de suite immédiat, mais qui plus tard va ramener soit des clients, soit juste des fans, soit juste des gens qui vont kiffer le concept grâce à cette vidéo ou grâce à ce concept. Mais c'est vraiment d'humaniser
vraiment son entreprise. C'est ça qui est le plus important pour nous et donc ça permet aussi, quand on fait du contenu qui n'est pas que pour ramener des clients, pour vendre, ça permet de faire ça du coup. Aminata, même chose sur. Tu as une Ouais. grosse partie commercialisation derrière en plus. Mais c'est super important. Si vous faites que de faire du contenu sur lequel vous vendez vos produits, ça va pas le faire, hein. Les gens, ils vont vite décrocher. Il faut vraiment raconter des histoires. Comme tu as dit, Junior, ça permet d'humaniser sa marque. Il y a aussi le fait, par exemple, pour Lisa, moi, je sais que j'ai le média ingénieux, ce que je fais sur ce média pour montrer. En fait, je vais montrer aux gens que je suis expert dans mon domaine. Et ça, c'est super important. Il faut montrer aux gens que vous pouvez leur apporter de la valeur, surtout si vous leur vendez des services, du coaching, par exemple. Il faut vraiment que ces personnes se disent, ah, si j'ai envie, je sais pas, d'apprendre à monter mon business, il faut que j'aille voir ce média. Si j'ai envie de faire ceci, je dois aller voir Lisa, etc. Si j'ai envie de voyager, ben, je vais aller voir Junior. Il faut vraiment devenir l'expert dans son domaine et faire en sorte qu'on ait la confiance des gens. Parce qu'en réalité, c'est ça le plus important. À partir du moment où tu as la confiance d'une personne, tu peux faire énormément de choses. Alors que si tu essaies juste de vendre tes produits, ok, ça peut marcher un temps, mais ce ne sera pas sur la durée. Lisa. Personnellement, ce que je dis souvent aux personnes que je peux coacher, c'est vraiment de varier les contenus. Donc oui, certes, il y a des contenus où vous parlez de vos produits, etc. Mais il faut aussi des contenus, comme tu disais, où il faut parler de son expertise. Et aussi, moi, je trouve qu'il faut aussi des contenus où on montre sa personnalité. Donc soit, parfois sur TikTok, suivre une trend. Alors moi, je danse pas du tout sur TikTok, mais il y a des trends qui peuvent être utilisés quand même. Il y a des trucs, on peut même raconter une anecdote ou quoi, mais des choses pour que, oui, en fait, humaniser son compte et pas juste que ce soit du business et moi je suis là pour faire de l'argent. Alors oui, mais il y a aussi une partie où on a envie de créer une communauté qui apprenne à vraiment nous connaître et qui s'attache plus à notre personnalité que à nos produits, quoi, finalement. Comment est-ce que vous voyez la suite du coup maintenant tous les trois? Ça fait entre 2 et 3 ans que vous êtes lancés. C'est quoi les projets, les prochaines étapes? Junior, tu veux commencer peut-être? Ouais. Alors du coup, nous, nos prochaines étapes, c'est lever des fonds, déployer sur toute la France et à l'international, et continuer à grossir, grandir et faire de l'argent aussi. Cool. Aminata? Bah, pareil, pour moi, l'objectif, c'est vraiment de développer un maximum l'Unifia, de faire en sorte que ce soit une marque qui devienne vraiment big, une référence dans le domaine des bijoux. Et d'un autre côté, avec le média ingénieux, ce que je fais de plus en plus, c'est j'utilise mon personal branding, donc mon image personnelle, pour partager des conseils, pour partager aussi mon histoire, parce que ça, c'est quelque chose que je faisais pas forcément. Moi, j'aime plutôt être derrière, j'aime pas forcément qu'on sache que c'est moi, mais je sens que ça aide. Et le fait de montrer ma tête, il y a plein de gens qui arrivent à se reconnaître en moi. Donc l'objectif, c'est vraiment de partager un maximum de mon parcours. Là, c'est ce que je suis en train de faire aussi, de partager des conseils afin d'aider un maximum de personnes pour qu'elles puissent se lancer, quel que soit le milieu d'où elles viennent, leur âge, leur sexualité, etc. On s'en fiche, juste aider. Génial. Lisa? Alors moi, je finis bientôt là mes études dans quelques semaines, donc ça me laissera déjà plus de temps. Donc essayer de toujours faire encore plus grossir le média, créer vraiment une partie plus business ou entre guillemets coaching business pour vraiment aider à faire de l'argent concrètement et pas juste percer sur un média, mais se servir justement d'une communauté pour après vendre des produits ou faire ce qu'on veut. Et aussi créer tout un écosystème autour, peut-être des interventions dans les lycées ou les écoles. Je suis intervenue dans ma propre école justement pour parler d'entrepreneuriat et du fait d'oser entreprendre. Et pourquoi pas voir ça à grande échelle dans d'autres écoles, mais aussi au lycée. Enfin, moi, ça me tiendrait vraiment à cœur de faire ça dans des lycées parce qu'on ne met pas assez en avant l'entrepreneuriat dans les lycées et le fait de faire des choses à côté des cours. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant d'intervenir pour les motiver tout simplement et mettre ça sur la table et puis voilà, peut-être des interventions ailleurs mais toujours dans le but de motiver, d'inspirer et de faire grandir tout ça. Top. Alors grâce à la magie de l'équipe Station F qui est dans la salle, on va pouvoir faire passer des micros. Est-ce qu'il y a des questions? Levez la main. Soyez pas timide. Question? Ouais, là, juste là, avec Mohand. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais poser une question à vous trois et peut-être plus particulièrement aussi à Junior, parce que par exemple quand on vend quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a un stade où il faut gagner en crédibilité, par exemple quand vous disiez que on pouvait penser que vos billets c'était des billets en papier, justement comment vous avez fait pour dépasser ça et créer
une certaine crédibilité pour se dire que et que la communauté grandisse justement. Alors du coup, comment on a fait, c'est déjà c'est pas encore fini parce qu'il y a encore des gens qui ne nous croient pas. Mais bon, ça c'est eux qui ratent en vrai, donc c'est dommage pour eux. Et surtout, on a beaucoup de gens quand ils partent qui nous font des feedbacks, qui nous taguent sur leurs photos, qui nous taguent dans leurs stories. Et du coup, ce que les gens font, c'est que généralement ils vont directement demander, ils vont dire oui, comment ça s'est passé, c'était comment. Et du coup, comme les gens ont passé un très bon séjour. Ils leur disent que c'était super bien et du coup ça renforce la crédibilité. Mais ce qu'on aimerait vraiment pouvoir faire, c'est du coup réussir à certifier nos comptes parce que du coup il y aura plus de doute si ton compte il est certifié, que ce soit sur Instagram, Twitter ou TikTok. Du coup là les gens sont au courant que c'est un vrai truc, c'est pas une arnaque, c'est pas quelque chose comme ça. Et sinon ouais, on compte sur notre communauté qui parle autour de nous et qui parle à notre place et nous défendent du coup à notre place. Les filles, vous avez des choses à rajouter sur ce sujet-là? C'est totalement ce que Junior a dit. Il faut vraiment faire en sorte que tu aies de la preuve sociale sur ton site. Après, je ne sais pas exactement ce que c'est ton projet, mais à partir du moment où tu prouves qu'il y a eu des gens qui ont testé peut-être ton produit, ton offre, etc., et qu'ils ont eu des bons résultats, ça va mettre en confiance les autres. C'est pour ça qu'en général, quand vous allez sur le compte de marques qui ne sont pas super connues, vous allez voir dans les stories à la une sur Instagram, on va mettre les retours clients, etc., mais c'est justement pour appuyer cette preuve sociale, mettre en avant les avis qu'il y a sur le site, faire en sorte d'avoir des certifications. Et aussi, ce que tu dois garder en tête, c'est que les premiers clients que tu vas avoir, essaie de leur offrir une très bonne expérience parce que dans tous les cas, les réseaux sociaux, c'est un amplificateur. Si déjà ton produit il est bien et qu'il y a des gens qui testent, qui kiffent, ils vont en parler autour d'eux et ça va faire un effet boule de neige. Donc si tu sais que ton produit il est bon, que tu n'as pas de souci à se faire, même si au début il n'y a pas cette grosse preuve sociale, en fait ton projet va parler pour toi et ça va bien se passer. Top. Une autre question? Salle? Ouais. Hop, alors levez-vous, ouais. Merci beaucoup pour cette Bonjour. intervention à tous. Bonjour. Moi, j'avais une question. Vous avez tous réagi au moment où vous avez parlé d'Instagram, de la difficulté avec l'algorithme, le changement, etc. Et notamment quand vous êtes passé sur TikTok. Vous voyez que je ne suis pas dessus. Sur TikTok, aujourd'hui, c'est facile. C'est un peu un Eldorado, mais est-ce que ça va durer? C'est un peu une question que je me pose. Comment vous gérez ça au quotidien, notamment le changement des algorithmiques, etc., en sachant que en parallèle, Meta fait beaucoup de travail pour que les gens comprennent son fonctionnement. Et j'ai l'impression qu'il y a un pont qui n'est pas fait entre les créateurs et le fonctionnement des différentes plateformes. Qui veut répondre? Qui veut commencer? Alors, par exemple, alors Meta, oui, fait en sorte qu'on comprenne son algorithme. Alors, des fois, oui, on le comprend, mais ça nous arrange pas, en fait. En fait, pour moi, les courtes vidéos, tout ça, je veux les retrouver sur TikTok. Et pour moi, Insta, c'était... Enfin, même si c'est censé, ça doit évoluer, normal, mais pour moi, c'était vraiment les photos, les stories, tout ça. Et là, quand je vois la nouvelle interface où c'est vraiment porté que sur la vidéo et quand tu mets un post, il n'est pas du tout mis en avant, tout ça, c'est un peu embêtant parce que moi, j'avais envie de mettre des posts sur Insta et des vidéos sur TikTok. Et là, on nous force un petit peu à mettre des vidéos sur Insta et c'est pas la même ambiance en fait que sur TikTok. Sur Insta, ça doit être beau, ça doit être bien travaillé, alors que sur TikTok, on s'amuse. Et donc, voilà, on n'a pas forcément envie de suivre Insta pour ça, et surtout que même quand on ne suit pas leurs règles, je suis un peu énervée, c'est pas grave, quand on ne suit pas leurs règles, du coup on a très peu de visibilité, on a 50 likes sur nos posts avec 5000 abonnés alors que d'habitude on en a beaucoup plus. Donc voilà, tant pis, on s'adapte et on va sur un autre réseau social et qui nous apporte beaucoup plus de visibilité. Enfin, j'ai tout mon argent que généré grâce à PowerPlay, c'est sur TikTok, enfin c'est grâce à TikTok et c'est pas grâce à Insta. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu à ta question. Aminata, tu veux compléter? Alors ouais, moi le conseil que je te donnerais et que je vous donnerai à tous, c'est ne comptez pas 200% sur les réseaux sociaux. Déjà, premièrement, diversifiez vos canaux d'acquisition, c'est super important. Ne soyez pas que sur Instagram, que sur TikTok. Essayez d'être partout. Après ça, c'est un conseil à double tranchant. Moi, en général, ce que je vais dire, c'est au début, choisissez 2 réseaux sociaux, voire 3 maximum, sur lesquels vous vous lancez, parce que la plupart maintenant c'est les vidéos, donc c'est assez simple, tu fais une vidéo, tu peux la poster un peu partout, et après essayez de diversifier les canaux d'acquisition. Le deuxième conseil, ayez une liste email, c'est super important. Les réseaux sociaux, ça change tout le temps, ça évolue, on ne sait pas trop, des fois vous avez une visibilité de dingue, et puis d'un coup, vous n'avez plus rien, vous pouvez aussi perdre vos réseaux sociaux.
Donc c'est super important d'avoir votre liste email, au moins ça vous appartient, c'est vos contacts. Pareil, j'ai aussi une liste SMS et développer aussi en dehors des réseaux sociaux. Faites en sorte de travailler votre bouche à oreille, peut-être travailler avec des entreprises, je ne sais pas, faites plus de B2B ou quoi, mais vraiment pensez en dehors des réseaux sociaux. Dites-vous, demain, si j'ai plus mon compte Instagram, si j'ai plus mon compte TikTok, comment est-ce que je vais faire? Et moi, c'est quelque chose qui m'aide à penser autrement. Et puis dans tous les cas, dites-vous que quelles que soient les mises à jour des plateformes, leur but, ce sera toujours qu'il y ait un maximum de personnes qui utilisent le plus longtemps. À partir du moment où vous avez compris ça, vous avez tout compris, faites juste en sorte que les gens passent le plus de temps possible sur vos publications, partagent, like, etc. Et dans tous les cas, quel que soit l'algorithme, ça va le mettre en avant, ça va peut-être mettre plus de temps, mais c'est pas grave. Faites en sorte de créer du très bon contenu et après attirer les gens dans votre liste email, comme ça après vous pourrez les recontacter. Junior, tu veux rajouter Je quelque vais chose dire quoi après ce qu'elle vient de dire? Non, je suis d'accord avec elle, multiplier les canaux, utiliser des newsletters. Nous, on est presque 100 000 sur nos newsletters. Donc, si un jour, comme elle a dit, tu perds ton compte, tu as toujours un backup. Donc, vraiment multiplier les canaux et ouais, c'est tout. Top. Il y a une question en haut à droite, je crois. Ouais, c'est ça. Bonjour. Bonjour, déjà merci beaucoup pour vos interventions, c'est hyper riche. J'avais une question par rapport à la notion de légitimité et de syndrome de l'imposteur. Je crois que tout à l'heure, c'était Lisa qui évoquait le fait qu'elle avait du mal à mettre un prix sur les e-books. Du coup, comment est-ce que vous avez réussi à faire face à ça et voilà, des conseils en fait autour de ça. Top, Lisa, du coup. En fait, le syndrome de l'imposteur, je trouve qu'il est un petit peu tout le temps là. En fait, ça dépend les périodes. Des fois, en fait, on est un peu dans notre zone de confort, donc on se dit, c'est ce que je fais depuis plusieurs mois, donc je suis légitime à le faire. Et puis, tout le monde me dit que je suis bonne dans ce que je fais, donc voilà. Mais dès qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin, comme venir faire une conférence ici, alors que on génère pas énormément d'argent et qu'on n'a pas fait encore des choses énormes, on se dit pourquoi moi je viendrais parler ici alors que je connais plein d'autres personnes qui ont utilisé les réseaux sociaux et qui maintenant en vivent carrément, tout ça. Mais après, il faut se dire, j'ai quand même des choses à raconter. Finalement, j'ai du savoir. C'est pas parce que je n'ai pas créé une start-up à 5 milliards que je peux pas parler et que je peux pas prodiguer des conseils et que je peux pas inspirer d'autres personnes. Et justement, je trouve que plus on est petit aussi, plus je pense on peut inspirer des gens parce que les gens peuvent se mettre à notre place et se dire que finalement, il y a quoi? Il y a 5000 abonnés d'écart, c'est rien du tout. Et finalement, je peux être comme cette personne, je peux faire pareil et c'est pas inatteignable. Donc voilà, faut se dire que t'es pas un imposteur dans ce que tu fais et si tu veux encore plus asseoir ta crédibilité, fais vraiment du contenu pour montrer que tu sais de quoi tu parles. Encore une fois, dans mes coachings, je demande vraiment aux gens. Enfin, je dis toujours aux gens, montrez que vous savez de quoi vous parlez, parce que comme ça, on ne pourra pas dire que vous êtes un imposteur. Même si vous avez 3 abonnés, si tu sais de quoi tu parles, t'es pas un imposteur, quoi. Ça ne se mesure pas au nombre d'abonnés. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Hop. Monsieur, peut-être là ou non, là-bas. Ok. Monsieur. Bonjour. Bonjour Olivier. Déjà, vous êtes enthousiasmant et comme dirait Grégoire, top. J'entends le mot entrepreneuriat et moi j'ai envie d'entendre des chiffres. Donc business model, économie, ce que vous gagnez au bout de 2-3 ans, voilà. Top. Merci. Oui, j'ai quelques tics de langage, c'est vrai. Qui veut commencer? Qui veut répondre? Je vais me lancer. Pour les chiffres, moi je peux les donner personnellement, c'est pas un souci. Je vais commencer avec ingénieuse parce que j'ai débuté avec ça. Donc au début, moi quand je me suis lancée et que j'ai commencé les e-books, quand j'ai vu vraiment le potentiel, le premier jour, je vais pas mentir, j'ai fait 0 vente. J'avais pas de technique, rien du tout, j'étais perdue. Et en fait, quand j'ai commencé avec les produits digitaux, j'étais plus autour de 500 € par mois le premier mois, ce que je trouvais génial parce que ça... Du coup, ça a compensé ce que je gagnais en tant que job étudiant. Et après, ça a continué à se développer, 500, 2000, 10 000, etc. Et puis, tous les mois, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Après, pour l'Unifia, c'était beaucoup plus rapide. C'était beaucoup plus rapide. En fait, dès le début, j'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient acheter, qui étaient intéressés. Donc, les premiers 10 000, 20 000, 100 000, etc., je les ai fait très rapidement, Dieu merci. Et là, ça continue à se développer. Le but, moi, c'est vraiment de dépasser les millions de chiffres d'affaires. Donc, on va bosser pour ça. Est-ce que quelqu'un veut compléter?
Alors, pour l'instant, moi, je suis pas encore au stade de mon projet où j'ai un business plan. Ça va arriver à la fin de mes études. Mais je suis un peu aussi de la team feeling. Pas encore direct se prendre la tête avec des business plans, des chiffres, etc. Là, je suis plus en mode, je définis vraiment ce que j'ai envie de faire. J'essaye de me construire une communauté. Et après, par la suite, si vraiment je veux faire grossir le projet, je mets en place un business plan, mais je vais me faire aider parce que je sais pas le faire moi-même, mais de toute façon, il y a des incubateurs comme ça pour nous aider. Mais ouais, pour l'instant, moi, j'ai pas vraiment de business plan. Et au niveau des chiffres, je pense que depuis janvier, je dois être à 5000 euros. Top. Ça parle chiffres. Alors du coup, nous c'est un système d'abonnement. Donc du coup actuellement on est à 12 000 euros de MRR, donc de revenus mensuels. On a gagné la French Tech tremplin, donc 40 000 euros. Et la dernière fois que j'étais sur cette scène, on a gagné un prix et j'ai gagné 5 000 euros. Enfin on a gagné 5 000 euros, pardon, du coup. Voilà. Ok. Bah écoutez, en tout cas, on arrive déjà au bout du temps malheureusement, mais merci beaucoup à tous les trois, Aminata, Lisa, Junior. Bon, si j'ai bien compris, on vous suit sur TikTok pour les filles et sur Insta pour toi, Junior. Ouais, on s'abonne à vos newsletters. Autre chose? LinkedIn. Hyper important. On consomme, on prend des abonnements, on ralasse. Bon, écoutez, merci à tous. Et je vous laisse avec l'équipe des Déter pour un workshop sur comment développer son réseau. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci beaucoup.